bonjour. Donc, merci pour l'invitation. Alors, ma présentation va être beaucoup moins technique que celle qu'on a vue précédemment, compris ce matin, puisque moi, j'avais ciblé une présentation pour vulgariser le concept de deep learning, essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur une application qu'on peut trouver sur Internet qui s'appelle Teachable Machine, développée par Google, où là le principe c'est que l'on va être capable ça va fonctionner en 3 temps. Premier temps, on va utiliser la webcam de l'ordinateur pour constituer une banque d'images. Donc là, dans l'exemple en question, j'essaie de lui apprendre à reconnaître un doigt levé, 2 doigts levés ou rien du tout. Donc je crée 3 classes, 3 banques d'images. Une fois que c'est fait, j'appuie sur le bouton pour entraîner. Donc on va voir par la suite ce que ça sous-entend. Et une fois que l'entraînement a été fait, donc ça prend quelques dizaines de secondes, le système, grâce à la webcam, va capturer des images et en fonction de ce que je lui montre, il va ranger l'image dans une des 3 catégories. Rien, un doigt levé ou 2 doigts levés. Voilà, donc là l'idée de cette présentation, c'est de démystifier ça, un peu voir comment est-ce que ça fonctionne techniquement. Alors, ce qui est intéressant dans cette approche-là qu'on vient de voir, c'est que, contrairement à une approche classique, algorithmique, dans laquelle il faudrait développer un logiciel, un algorithme, et donc apporter de l'intelligence humaine, là, cette fois-ci, il n'y a pas besoin de mettre en œuvre un humain. J'ai juste eu à lui montrer des exemples. Donc, ça va se baser sur de l'apprentissage à partir d'exemples que je vais juste lui montrer. Donc ça veut dire que si au lieu de montrer des doigts, je lui montrais des objets, ça marcherait tout aussi bien avec la même application sans qu'il y ait de customisation spéciale à faire. Et ce qui va être intéressant, bien sûr, c'est que non seulement il a appris sur des exemples que je lui ai montrés, mais il y a sa capacité à généraliser sur des exemples qu'il n'a encore jamais vus, donc de nouvelles positions de doigts, par exemple. Voilà, donc au menu de la présentation, on va voir donc, dans un premier temps les neurones et réseaux de neurones. Ensuite, on verra leur déclinaison sous la forme d'apprentissage profond, de deep learning, de réseaux un peu plus costauds, et leur application sur ce qu'on vient de voir là, sur la classification d'images. Alors, les réseaux de neurones, on va commencer par voir les neurones. Donc l'idée fondamentale de tout ça, c'est de s'inspirer sur le fonctionnement d'un cerveau. Un cerveau, c'est quoi? C'est des neurones. Donc vous avez le neurone biologique qui est en haut à gauche. Et un neurone biologique, on va essayer de modéliser ça de façon informatique. Donc un neurone biologique, c'est un noyau qui reçoit une cellule qui reçoit des informations de la part de dendrites, qui reçoit des influx nerveux, et qui va traiter ça pour produire une sortie qui va être envoyée sur ce qu'on appelle un axone, et qui après va se ramifier pour renvoyer les informations sur d'autres neurones. Pour modéliser ce neurone, on va le modéliser de la façon suivante. Les entrées qui sont à gauche, là, E1, E2, etc., c'est les entrées qui arrivent sur les dendrites, qui arrivent de neurones précédents ou de capteurs. Ensuite, ces entrées qui sont des nombres réels, qui vont positifs ou négatifs, vont être pondérées par les poids, W1, W2, etc., qui sont aussi des nombres réels. Et on va en faire la somme pondérée de ces entrées. Et cette somme pondérée, on l'envoie dans ce qu'on appelle une fonction d'activation. Là, je vous en ai listé 3 sur le côté. Donc, si on prend une petite application numérique, là, voilà, l'entrée E1 qui vaut 2, elle est multipliée par le poids W1 qui vaut 1,5, etc. Donc, on fait la somme pondérée des entrées. On rajoute un biais qui est une constante. Voilà, donc ça fait dans l'exemple ici 6,5. Voilà, la somme pondérée. On envoie cette somme pondérée dans la fonction sigmoïde, par exemple. Et ça va nous produire en sortie une valeur numérique qui va être envoyée sur les neurones suivants. Donc quelque chose de très simple à programmer. Ça, c'est un neurone. Maintenant, quand on a un neurone, on va être capable de les mettre en réseau, ces neurones. Donc les interconnecter les uns avec les autres, et on va les interconnecter sous forme de layers, sous forme de couches. Avec la particularité que dans l'approche choisie, chaque neurone est connecté à tous les neurones précédents et envoie ces informations de sortie sur tous les neurones des couches suivantes. Donc ça fait que par exemple le neurone H1, là, qui est sur la couche cachée du milieu, il reçoit des informations de I1 et I2 qui sont pondérées par respectivement W1 et W3.
D'accord ? Voilà. Et ces coefficients, là, tous les coefficients WI qui sont en jaune, bah, c'est ça qu'il va falloir apprendre. C'est ça que l'on va faire quand on va dire qu'on apprend un réseau de neurones. Donc l'image que je prends souvent quand je fais ce cours à mes étudiants, c'est pour les poids en question, c'est un petit peu comme si c'était des boutons de réglage qui au départ sont positionnés un petit peu n'importe comment, un peu comme sur une table de mixage. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est obtenir, comme dans la table de mixage, on voudrait obtenir en fonction des différents sons qui rentrent dedans, le meilleur son en sortie. Donc l'ingénieur du son va devoir ajuster le réglage des boutons, y aller un petit peu par... Au début, il va faire des gros ajustements, puis après, ça va être de plus en plus fin. Là, ça va être un petit peu pareil. On va devoir régler ces différents boutons. On va voir comment, pour obtenir, en fonction de données d'entrée, la sortie désirée. Alors, comment est-ce qu'on va faire ce réglage ? On va utiliser ce qu'on appelle l'algorithme de backpropagation, donc rétropropagation de l'erreur en français. Donc là, je vous ai pris un exemple très simple. On va chercher à modéliser la table, c'est un OU exclusif. Voilà. Donc quand les deux entrées sont à 0, on veut que la sortie soit à 0. Quand il y a une des deux entrées qui est à 1, l'autre à 0, on veut que la sortie soit à 1. Et quand les deux sont à 1, on veut que la sortie soit à 0. Donc un truc assez simple, mais qui se modélise avec un tout petit réseau de neurones comme ça. Donc au début, les poids, là, les potentiomètres sont un petit peu positionnés n'importe comment, et l'apprentissage, ça va consister à prendre le premier vecteur d'entrée, 0, 0, on l'envoie là-dedans, on déroule les calculs qu'on a vus précédemment au niveau des neurones, donc assez simple, et en fonction là, de la position des poids WI, le système, imaginons, prédit la valeur 0,3. Or, comme c'est de l'apprentissage supervisé, on connaît la valeur de sortie qu'il aurait dû prédire. Donc on va être capable de faire le calcul faire la différence entre ce qu'il aurait dû prédire et ce qu'il a effectivement prédit. Ça nous donne une erreur, et on va utiliser cette erreur pour corriger les paramètres. Alors, rétropropagation, pourquoi ? Parce qu'on va commencer par corriger les... Ouais, il marche ? Non, il ne marche pas. On va commencer par corriger les poids WI qui sont les plus à droite, et ensuite on va propager l'erreur comme ça vers la gauche, vers les couches d'entrée. Une fois qu'on a rétropropagé donc l'erreur, qu'on a corrigé les WI par rapport au premier exemple, eh bien on prend le deuxième exemple. Voilà, on met 0, 1 en entrée. Ça va nous donner un autre nombre. Or, on aurait dû trouver 1 si par exemple on trouve 0,97. Voilà, on va de nouveau avoir une erreur et de nouveau se servir de cette erreur pour propager. Et ça, les entrées et les sorties, on va les montrer plusieurs fois jusqu'à ce que les ajustements sur les paramètres soient quasiment négligeables. En gros, on ne gagne plus grand-chose à continuer à montrer les données d'apprentissage. Et là, on va considérer que le réseau a correctement appris. Et là, on va pouvoir, cette fois-ci, s'en servir pour faire de la prédiction. Voilà, donc ce qu'on a vu là, si je reviens sur l'exemple ici, ce qu'on a vu, c'est qu'on est capable d'entraîner un réseau de neurones avec des vecteurs de nombres en entrée et prédire des vecteurs de nombres en sortie. D'accord ? Donc ça marche assez bien. Par exemple, un exemple très simple, ça pourrait être de dire, essayer de prédire le prix de vente d'une maison connaissant les caractéristiques. Donc la sortie, ça serait le prix de vente de la maison, et les caractéristiques, ça pourrait être la surface du terrain, la surface de la maison, et le nombre de pièces, par exemple. Voilà, ça c'est des nombres qu'on rentre en entrée, et ça nous prédit un nombre en sortie. Par contre, si on a des images, là c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'une image, s'il y aurait la solution de prendre chaque pixel et l'envoyer dans un neurone, mais si on a une image qui fait 1000 par 1000, ce qui n'est pas énorme pour une image, ça fait quand même 1 million de pixels, pour peu qu'elle soit en couleur. En plus, ça ferait 3 millions de données. Et donc, avoir un vecteur de 3 millions en entrée, 3 millions de neurones, on voit tout de suite que ça va être un peu compliqué à gérer. Donc, pour les images, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer d'extraire des images, des caractéristiques. On ne va pas envoyer tous les pixels, on va essayer d'extraire de ces images-là des caractéristiques. On part du constat suivant que sur une image, tous les pixels ne sont pas forcément intéressants. C'est-à-dire que si
sur le blouson de la personne, là, il y a des pixels noirs, et le pixel noir qui est à côté apporte pas tellement plus d'informations. Par contre, il y a certains éléments de l'image qui vont être intéressants, qui vont apporter des caractéristiques. Tout ce qui est le bord du veston avec l'herbe, là c'est intéressant. Ça me permet d'avoir le contour de la personne. Donc, il y a des pixels, des informations qui vont être présentes sur l'image, des caractéristiques, comme des coins, des bords ou autres. Ça, c'est des informations qui sont pertinentes à récupérer. Et donc, là où une approche classique de vision par ordinateur mettrait en œuvre des algorithmes pour pouvoir extraire ces caractéristiques, alors effectivement, ça serait intéressant de procéder comme ça. Le problème, c'est que si on fait intervenir un humain pour dire, pour tel type d'image ou tel type de besoin, j'ai besoin d'extraire telle caractéristique, mais pour tel autre problème, j'ai besoin d'utiliser aussi telle autre caractéristique. Bon, c'est pas génial de mettre un humain dans la boucle, là. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est faire en sorte que ces caractéristiques soient extraites automatiquement par le réseau de neurones lors de l'apprentissage. Et que l'on récupère les caractéristiques qui sont les plus pertinentes possibles pour discriminer au mieux, par exemple tout à l'heure, entre un doigt levé et deux doigts levés, quoi. Voilà. Quelles sont les caractéristiques dans cette image qui permettront au système de pouvoir identifier la bonne classe à laquelle appartient l'image. Alors, dans une approche classique, là je vais prendre un exemple très classique, l'exemple avec les iris. Si on voulait par exemple identifier sur une image comme ça, quelle est l'espèce à laquelle appartient cet iris. Est-ce que c'est un Setosa, versicolor ou virginica? On demanderait à un botaniste quelles sont pour lui les caractéristiques pertinentes à extraire de l'image pour pouvoir faire cette distinction. Et donc, comme c'est un botaniste, lui va dire, tiens, ce qui est pertinent d'extraire comme information, c'est la longueur et la largeur des pétales et des sépales. Avec ces 4 données-là, on va être capable de classifier l'iris dans la bonne catégorie. Donc après, il reste à mettre au point un algorithme pour pouvoir mesurer récupérer les caractéristiques en question en fonction de l'image. Mais une fois qu'on a ça, pour chaque image, on aura un vecteur de dimension 4, de 4 données numériques. Et après, on va entraîner un réseau de neurones classique, comme celui qu'on a vu précédemment, voilà, pour cette fois-ci faire de la classification. Donc, c'est-à-dire, il y a 3 sorties. Chaque sortie va être un nombre entre 0 et 1. La somme valant 1. Et en gros, c'est des pourcentages, quoi. C'est directement le pourcentage d'appartenir à la classe versicolor, à la classe Setosa ou à la classe virginica. Donc ça, c'est l'approche, je dirais, qu'on ferait de façon classique d'extraction de caractéristiques par des humains. Et après, programmation pour récupérer ces caractéristiques-là par un algorithme de computer vision. Bon, l'inconvénient, encore une fois, c'est que ça dépend complètement du problème. Si maintenant je veux reconnaître un chat d'un chien, c'est plus du tout les mêmes caractéristiques que je vais mesurer, d'accord ? Et en plus, ça fait intervenir là aussi, encore une fois, un humain qui va être capable. Il faut qu'on attrape un botaniste pour qu'il nous dise qu'est-ce qui est pertinent à extraire comme caractéristique pour ce type de problème. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Alors malheureusement, j'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais on va utiliser des caractéristiques, des algorithmes de vision par ordinateur, que sont l'algorithme de convolution, pour extraire de l'image qui est ici des caractéristiques que l'on va retrouver ensuite sous la forme du vecteur là, qui est ici. Là. Oula. Le vecteur qui est ici. Et donc le vecteur qui est ici, c'est ni plus ni moins qu'un vecteur de caractéristiques, un vecteur de nombres, qui sont les caractéristiques les plus pertinentes que le système a estimées pour être capable de classifier toutes les images que je lui ai données en entraînement, pour les classifier dans une des 3 catégories qui vont bien derrière. Donc lors de l'apprentissage, qu'est-ce qu'a fait le système ? Il a appris à régler les paramètres, les filtres des algorithmes, des étapes de convolution pour être capable de générer le vecteur de caractéristiques qui seront les plus pertinentes possibles pour faire la classification. Mais là, le gros intérêt, cette fois-ci, c'est que les caractéristiques ont été calculées par apprentissage. Il n'y a pas d'intervention
d'un humain là-dedans. Et donc, si au lieu de discriminer des iris, je cherche à discriminer entre des photos de chats et des photos de chiens, le même réseau ici aura des valeurs différentes au niveau des kernels, enfin des noyaux de l'algorithme de convolution. Ça produira bien sûr des vecteurs différents. Il faudrait réentraîner le réseau de neurones aussi, mais ça fera la classification de la même façon, c'est-à-dire sans, encore une fois, qu'il y ait un humain qui intervienne pour customiser l'algorithme en fonction de la tâche à effectuer. Alors maintenant, si on revient sur l'exemple dont je vous ai parlé au tout début, à savoir Teachable Machine. Teachable Machine s'inspire un petit peu de ça. C'est-à-dire, Teachable Machine, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a un moyen, on va dire, un réseau de type Deep Learning, mais suffisamment petit pour tenir sur un mobile, donc qui s'appelle MobileNet, qui est, là encore une fois, tout un ensemble des tâches de convolution, et un réseau de neurones ensuite à la fin pour faire la classification. Et ce réseau, il a été entraîné avec une grosse banque d'images qui s'appelle ImageNet, où là, il y a 14 millions d'images qui ont été labellisées par des humains. Et donc, il y a des images de tout. Il y a des chiens, des chats, du maïs, des arbres. Il va y avoir des camions, des hélicoptères. Vraiment, il y a de tout. Et on a entraîné le réseau MobileNet à faire la classification sur les milliers de catégories que représentent ces 14 millions d'images. Donc, c'est-à-dire que le système a appris à générer un vecteur, là, de caractéristiques qui vont fonctionner pour tout, pour discriminer des hélicoptères des avions, mais aussi discriminer des lions, des panthères, discriminer de l'herbe et puis du maïs. Voilà, ça extrait des caractéristiques qui permettent de discriminer un petit peu tout. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans Teachable Machine? Ah oui, pardon. Donc, on récupère ce vecteur de caractéristiques qui est ici. D'accord? Et donc, c'est un vecteur de dimension 1000. Il y a 1000 nombres. Donc là, qui sont représentés à plat ici. Et chaque nombre, c'est un nombre positif ou négatif. Donc, ils sont représentés ici. Donc, quelque part, ce vecteur de 1000 nombres, c'est un petit peu comme si c'était le code ADN, la signature de l'image. Ça représente les informations, les caractéristiques de l'image. D'accord? Alors maintenant, si on regarde pour des images données, là par exemple les 2 images de chiens, voici leur vecteur de caractéristiques. Alors ils ne sont pas identiques, parce que les images ne sont pas identiques, mais on remarque quand même des similitudes. De la même manière, là les 2 images de bananes, encore une fois les vecteurs ont des valeurs différentes, mais il y a quand même des similitudes. Donc ce qu'on voudrait, nous, c'est être quelque part se dire, des images qui sont dans la même catégorie, eh bien, ils ont un encodage, une signature numérique là, similaire. Et donc ce qu'on voudrait, c'est être capable, quand on a 2 signatures, de mesurer le degré de similarité entre ces 2 images, entre ces 2 encodages. Alors pour utiliser ça, pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle la distance cosinus. Donc c'est une métrique qui va nous permettre de caractériser des formes qui sont semblables. Là, je prends un petit exemple avec des fleurs. J'ai par exemple ces 2 fleurs-là et je vais m'intéresser à ces 2 caractéristiques, longueur et hauteur du pétale. D'accord? Donc si je représente sur un graphe longueur et hauteur la fleur A, la fleur A elle a à la fois une grande longueur et puis une grande hauteur, qui sont identiques, donc ça part à 45 degrés. Là, voilà le point qui est ici. Maintenant, la fleur B, elle a une plus petite longueur et une encore plus petite hauteur, donc ça ferait le point qui est ici. D'accord? Maintenant, j'ai une 3e fleur qui arrive, la fleur C, et je veux savoir est-ce qu'elle appartient à la catégorie des fleurs A ou des fleurs B. Alors voici le point C là en question sur le graphique. Là, si je faisais une distance classique, une distance euclidienne, on voit que le point C est plus proche du point A que du point B. Donc on pourrait tenter de dire que la fleur C, c'est dans la même espèce que la fleur A. Or, on voit que ce n'est pas le cas, quoi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la distance cosinus, et là, ça consiste à mesurer les cosinus, donc les angles, entre les points AC et puis le point BC.
Et là, on voit que l'angle entre B et C est plus petit que l'angle entre C et A. Donc ça veut dire que la fleur C est plus proche, avec la distance cosinus de la fleur B, que de la fleur A. Et effectivement, c'est le cas. C'est que la fleur C, c'est la fleur B qui a grandi, quoi. D'accord ? Mais ils font partie de la même espèce. Donc en utilisant cette distance cosinus, on va pouvoir faire de la classification d'images. C'est ce que fait Teachable Machine. Donc pour ça, on va prendre un grand ensemble d'images, ce que j'ai fait au début avec mes quarantaines d'images avec un doigt levé, une quarantaine d'images avec 2 doigts levés, là, comme ça, en prenant bien soin d'avoir des images différentes. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai pris soin de ne pas mettre les doigts tout le temps au même endroit sur l'image. Donc j'ai des banques d'images. Je vais avoir des points. Donc pour chaque image, je vais calculer les 1000 caractéristiques de cette image-là. Donc ça me fait des points. Alors j'ai eu du mal à représenter des points dans un espace de dimension 1000. Donc je vous les fais en dimension 2. Mais voilà, on a ces points-là pour les chiens, ces points-là pour les bananes, etc. Maintenant, quand l'apprentissage a été fait, on va prendre une image à classifier. Donc l'image de la banane qui est ici. De nouveau, on la passe dans le réseau de neurones pour récupérer son vecteur de dimension 1000. C'est 1000 caractéristiques. Ça nous donne ce point-là. Et maintenant, grâce à la distance cosinus, on va mesurer de quel autre point elle est la plus proche. Donc ce point-là est le plus proche des 2 autres points qui sont en bas, là, au niveau distance cosinus. Et donc, on va dire que ça, c'est une banane, quoi. Voilà. Donc, en résumé, l'avantage alors j'ai pas dit les réseaux de neurones avec des étages de convolution, on appelle ça des CNN, Convolutional Neural Network. Donc les CNN, ça va permettre de classifier des images de façon robuste. Hein. Ça marche plutôt bien, c'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de montrer des centaines de milliers d'images de ma main. Voilà. Et puis après, donc c'est basé sur l'apprentissage à partir d'exemples. Donc encore une fois, j'ai juste eu à montrer des images et c'est tout. J'ai pas eu besoin de customiser ça par rapport aux problèmes que j'étais en train de résoudre. Et voilà. Et donc c'est pas des méthodes qui sont spécifiques à un problème. On peut résoudre tout type de problème, tout type de reconnaissance d'objets. Voilà, contrairement à la vision par ordinateur où à chaque fois on est obligé de redévelopper un algorithme spécial en fonction du problème à traiter. Voilà. Merci. Merci beaucoup.